Woman Up, le rendez-vous de l'empowerment féminin avec Edith Broubleu, 14h-15h sur Life Radio 107.7. Divorcer est un drame, c'est une situation lourde de conséquences pour les conjoints et plus encore pour les enfants. Personne ne se marie dans l'optique de divorcer quelques années après. Cependant, lorsque ce drame survient, il faut bien pouvoir se relever. Ceci est l'extrait de la 4e de couverture du livre de notre invitée du jour, Flore Djinou, web entrepreneur, assistante de direction et assistante virtuelle qui cumule plus de 18 années d'expérience. Dans la première partie de cette émission, on parlera de son premier ouvrage, dont la thématique est le divorce. Et dans la deuxième et dernière partie, elle nous fera découvrir toutes les facettes de son métier d'assistante de direction, de coach formatrice et d'assistante virtuelle. On est samedi. Vous suivez Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Vous êtes bien sur la 107.7 Life Radio. Restez concentrés, restez assis, ne déconnectez surtout pas. À tout de suite. Woman Up, le rendez-vous du leadership féminin. Woman Up, entre elles. Bienvenue à Flore Djinou. Nous sommes heureux de vous accueillir, mes auditrices et moi. Et vous venez ce matin avec un ouvrage. Votre premier ouvrage. J'ai entendu souvent ce terme d'un ami qui s'appelle Demba Diop, qui a également sorti son premier ouvrage cette année et qui se définit comme un primo auteur. Et j'aime bien cette phrase de primo. Mais en général, lorsqu'on dit primo, ça veut dire en fait qu'on a déjà cette capacité de pouvoir rendre par les écrits une histoire. Et c'est ce que je suis en train de constater en tenant votre livre aujourd'hui, qui a pour titre « Comment j'ai surmonté un divorce et repris ma vie en main ». Flore Djinou, bienvenue. Bonjour Edith, merci. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée de partager mon histoire et de parler de moi ici. Merci. Et je rappelle que vous venez d'arriver, vous êtes là depuis 2 jours, vous venez du Bénin ? Je viens du Bénin, oui. Vous êtes là pour quelque chose de spécial, à part bien sûr venir directement à mon émission Woman Up. Je suis là pour Edith. Quel honneur. Alors aujourd'hui on parle de divorce. C'est un sujet difficile. Très difficile. Et pouvoir le surmonter encore plus. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi avez-vous décidé de le raconter dans un ouvrage? Alors, pourquoi j'ai décidé de raconter mon histoire dans un ouvrage? C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que ma vie n'était peut-être pas aussi banale que je le pensais. Et qu'il fallait que j'écrive et que je puisse mettre des mots, M-O-I-S, sur les mots M-A-U-X, que vivent certaines femmes dans les couples. Donc, je me suis dit, bon, maintenant que tu as traversé ce chaos, si je peux m'exprimer ainsi, il faut coucher en fait. Il faut écrire ce que tu as vécu pour aider d'autres femmes. D'abord, celles qui ne sont pas mariées, à pouvoir comprendre que il faut pas se hâter dans le mariage. Il y a certains signes aussi. Il y a certains signes, qui sont annonceurs qu'il faut pas négliger. Et pour les femmes et les hommes aussi, pourquoi pas, qui sont en train de vivre un divorce, de pouvoir comprendre que elles ont la possibilité de pouvoir s'en sortir et de surmonter cet événement-là. Et votre mariage a duré combien de temps et la procédure de divorce? Alors, le mariage en lui-même, si je vais compter de la date où j'ai dit oui à la mairie. Vous vous connaissiez avant? On se connaissait avant. Ok. Donc, si je dois prendre à partir du jour où j'ai dit oui à la mairie, 2 ans. Oui. Et la procédure en elle-même a duré 5 longues et douloureuses années. Waouh, vous avez dû vous voir et vous revoir au tribunal. Oh, tant de fois. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Pourquoi ça a mis autant de temps selon vous? Alors déjà, le système, en tout cas au Bénin, le système essaie toujours de réconcilier. Bien sûr, ici aussi. Voilà. Donc le système essaie toujours de réconcilier les couples. Et lui, particulièrement, ne voulait absolument pas. Et donc, il y a eu, parce qu'on avait des enfants quand même en commun, donc il voulait, mettre le fait que j'étais pas capable de veiller sur les enfants, j'étais pas capable de m'occuper des enfants. Il a commissionné plusieurs fois des huissiers, pour venir faire des enquêtes et tout. Donc, ce sont des procédures. Du moment où la procédure est lancée, il y a certaines étapes. C'est une lourdeur administrative, en fait. Il y a certaines étapes qui doivent être franchies avant qu'on ait la décision finale. Sans compter qu'à l'époque, il y avait pas mal de grèves aussi dans le système judiciaire au Bénin.
Donc, vous savez qu'en 5 ans, j'ai connu 3 différents juges. Waouh, déjà même que être confronté à un juge en général, c'est stressant. C'est épuisant émotionnellement. 3 juges différents qui doivent se passer l'affaire à chaque fois. Exactement. Et donc, à chaque fois, j'étais obligée de raconter l'histoire. Oui. De ré-raconter l'histoire. De re-raconter l'histoire. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous voulez divorcer? Ah, ce n'est que ça. Ah, mais c'est pas suffisant. Mais pourquoi? Donc, j'étais obligée à chaque fois de répondre à ces questions. C'est difficile. Et Flore, je vais te tutoyer, si tu me permets. Tu me disais en off que tu avais l'impression même d'être nue à certains moments face au juge, parce que raconter tout ce qu'on a vécu pendant ces années au sein de son couple, devoir raconter les moindres détails à la demande du juge ou sous la demande des avocats, c'était pour toi te sentir nue. Ils ont touché à mon intimité, en fait. Oui. Et le drame ici, c'est quoi? C'est que j'étais obligée de parler à des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Oui. Vous êtes devant un parfait inconnu à qui vous devez décrire votre vie. Vous devez même aller dans des aspects intimes, votre sexualité avec votre époux, parce que c'est des questions qui vous sont posées et vous devez répondre. Et quand, comme moi, vous étiez déjà dans un processus de guérison, dans un process de, voilà, ça c'est le passé, je veux passer à une étape, à autre chose, et qu'à chaque fois on vous ramène dans le passé, c'est un peu comme s'il y avait une blessure qui ne se refermait jamais. Voilà, qui était sur le point de cicatriser, et puis on mettait encore une fois le couteau dedans. Donc c'était vraiment ça. Et dans le livre, tu parles forcément du processus de guérison, parce que pendant ces 5 années, c'est épuisant. Oui. Je l'ai aussi vécu, même si j'étais pas mariée à cette époque, mais on avait vécu, on m'a dit 7 mois, et il avait fait la demande, donc la demande de garde. Mais quand tu me parles, quand tu me racontes ton processus, je me reconnais dedans, avec cette douleur de devoir raconter et de devoir justifier, surtout pour les enfants. Pour les enfants, c'est aussi douloureux. Mais comment tu racontes? Quelles sont les différentes étapes, le processus de guérison que tu as pu opérer malgré tous ces allers-retours que tu devais faire devant le juge? Alors, mon cas était celui-ci. Une fois dans le processus, j'avais déjà quitté la maison avec mes enfants. Pendant un temps, j'ai séjourné avec ma jeune sœur qui m'a hébergée pendant quelques temps, le temps que je puisse rebondir, avoir un appartement. Et j'avoue que ces premiers mois étaient très difficiles. Alors que j'étais salariée, hein. Oui. J'étais salariée, mais c'était hyper difficile. Ouais, je me rappelle, il y avait des moments où j'étais obligée de laisser le dernier billet ou la dernière pièce de 500 francs avant de partir, parce que je me disais, bon, si mes enfants sont, la cantine est payée, le déplacement pour aller à l'école est payé, après je peux me gérer. À un moment donné, après avoir longtemps pleuré, oui, j'imagine, je me suis dit, bon, Flore, il faut que tu te reprennes. Parce que tu n'es pas obligée de répliquer le schéma de tes parents. Et n'oublie pas que tu as 2 petits-enfants qui comptent sur toi, qui n'ont rien demandé. Il faut que tu assumes. C'est la prise de conscience. Voilà, il faut que tu assumes ton choix. Tu as vu que les conditions dans lesquelles tu étais avec cet homme que tu as épousé ne te convenaient plus. Tu es parti. Il faut que tu puisses assumer. Alors à partir de là, je me suis posé les bonnes questions. Flore, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Est-ce que ma vie doit être comme celle de mes parents? Non. Et cette suite de questions ou ces questionnements, en fait, m'ont tout simplement amené à me connecter à Christ. Ça semble un peu bizarre, un peu théorique, mais à me connecter à Christ. Et là, j'ai appris que tout ce qui s'était passé est passé. Et que j'avais une nouvelle identité, en fait, et qu'il fallait que j'apprenne qui j'étais. Et là, j'ai compris que, Flore, tu es une femme magnifique. Tu peux aller au bout. Toute seule, même si tu es toute seule, tu peux aller au bout. Tu as des responsabilités, tu as des devoirs. Il faut les assumer. Alors, à partir de ce moment, je me suis dit, bon, le salaire n'étant pas suffisant, il faut que j'ai d'autres sources de revenus. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aime tout ce qui est formation, j'aime parler, j'aime impacter. Alors, comment est-ce que je peux impacter avec ce que je sais déjà faire, avec mes compétences? Comment est-ce que je peux impacter? Là, je me suis fait former. Là aussi, ça a été très difficile. Mais ce qui est génial, c'est que
quand vous êtes dans ce processus-là, Dieu vous met toujours, Bien sûr. connecte toujours à des personnes qui comprennent. Qui vous permet d'avancer. Et voilà, si au lieu, par exemple, de 3 mensualités de paiement, j'avais la possibilité d'aller à 6 mensualités de paiement et donc de pouvoir payer tout doucement. Et donc, je me suis faite former. Et dans ce tourment, sans hésiter, j'ai lancé le premier programme. Ok. J'ai lancé ce premier programme. Je savais pas ce que ça allait donner et j'ai fait une vente. Dès que j'ai fait une vente de ce premier programme, qui est le programme incontournable assistant de direction professionnelle, je me suis dit, waouh, ça marche. Ça peut marcher. C'était possible. C'était possible. Et donc, ce que j'ai récolté de cette vente-là, je l'ai réinvesti dans l'entreprise. J'ai pu avoir tout ce qu'il fallait comme logiciel, voilà, pour améliorer les choses et relancer le programme. Et donc, comme ça, le premier programme est né, je l'ai vendu et 2 ans plus tard, j'ai créé le deuxième programme. Tout ça pendant les 5 ans. Donc, pendant les périodes d'aller-retour au tribunal, d'humiliation, de pleurs, j'arrivais quand même à impacter d'autres femmes dans cette période. Et on peut dire que tu prenais ces pierres que tu recevais, ces coups que tu recevais, mais je dirais même ces pierres que tu recevais pour construire le socle de ton business, de la nouvelle Flore, de la nouvelle Flore, qui aujourd'hui est devant moi, qui a un magnifique sourire, Merci. qui est toute belle. Franchement, c'est vrai que vous écoutez en ce moment, mais allez-y après sur la page YouTube de Life Radio, vous allez voir, il est magnifique. Merci. Et j'aime ta sérénité. J'imagine que pendant cette période, ça, bien sûr, ça n'a pas été du tout rose. Moi, je reconnais qu'à un moment, le fait d'aller chaque mercredi devant le juge, j'ai dû perdre 10 kilos parce que c'était pas possible pour moi de supporter cette situation. Chez moi aussi, les rendez-vous, c'était les mardis. Et dès que j'avais la date, 2 semaines avant, je commençais déjà à stresser. Oui. Parce qu'on a peur de perdre aussi l'enfant, les enfants. Exactement, parce que je ne savais pas ce qui allait être décidé. J'avais pas la grâce de Dieu, dans la mesure du possible, créer un cadre sain pour les enfants, donc je savais que j'avais vraiment tout ce qu'il fallait. Mais et les enfants, tu avais peur de les perdre? J'avais peur de les perdre parce qu'imaginez, voilà, que la juge décide que bon, voilà, madame, il a la garde exclusive. C'est plutôt monsieur. En plus, ce sont des filles. Oui. Je ne me vois pas que ce soit fille ou garçon. Et qu'est-ce que tu disais à tes filles pendant cette période? Je ne disais rien. Oui. Pourquoi? Parce que étant enfant, et je le raconte bien dans le livre, étant enfant, j'ai vraiment été le tampon de ma mère. Okay. Elle a vécu un mariage difficile aussi. Donc voilà, depuis toute petite, mais ton papa a fait ci, je suis malheureuse. Elle se confiait à toi? Je suis l'aînée de la famille, donc elle se confiait à moi. Tu sais, je suis restée à cause de vous, c'est à cause de vous. Donc il y avait déjà ce poids-là que je portais, que c'est à cause de moi, c'est à cause de mes frères et moi que maman est restée. Et donc je ne voulais pas faire subir ça à mes enfants. Alors, elle me posait bien évidemment la question. Bon, celle qui a 9 ans aujourd'hui, elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Bien sûr. Mais l'autre, elle était un peu plus âgée, donc elle comprenait. Donc elle me disait, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et je lui disais, tu vas comprendre un peu plus tard. Tu es encore trop jeune pour que je t'explique certaines choses. Tu vas comprendre un peu plus tard. Sache simplement que papa et maman ne sont plus ensemble pour le moment. Mais bon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Donc, elle a accepté ça comme ça. Et ce n'est qu'à la parution du livre en juin dernier qu'elle a lu. Elle a lu. Ah, oula! Et qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle savait que j'écrivais parce qu'elle me voyait tous les soirs en train d'écrire et tôt le matin en train d'écrire. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis en train d'écrire un livre. Oh, tu es en train d'écrire un livre. Ton livre va parler de quoi? J'ai dit, tu vas comprendre un peu plus tard. Donc, le livre paraît. Et bien évidemment, j'amène les exemplaires à la maison. Elle prend, elle lit. Et puis, je vais à Paris en juin pour une dédicace du livre et pour une conférence. Et pendant que je suis pas là, elle a le livre et puis elle le lit. Et puis elle m'écrit, elle me dit, mais maman, waouh, tu as vécu tout ça? J'ai dit oui. J'ai dit oui, j'ai vécu tout ça. Mais j'ai tout fait pour qu'elles conservent toutes les deux vraiment ce lien avec leur père. Parce que voilà, c'est leur héros. Vous savez, non, les petites filles. Bien sûr, c'est le papa, bien sûr. Donc c'est leur héros et ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec moi. Ça ne va pas fonctionner avec papa. Et je fais tout pour que ça fonctionne vraiment avec papa. Et souvent, on dit qu'il ne faut pas salir le nom non, ça ne sert à rien. Voilà, du conjoint auprès des enfants parce que ça servira à rien. Non. Et c'est surtout, ce n'est pas bénéfique pour les enfants. Non. C'est comme une pollution. Oui. Ok, ça pollue leur psychologie et ça a un impact sur leur estime. Ok. On dit que l'enfant se construit, un enfant, le côté adulte déjà se construit entre 0 et 7 ans. Donc il faut faire très attention. Il faut, dans la mesure du possible, essayer de préserver les enfants. Un enfant n'a rien à voir dans la guéguerre entre papa et maman. Oui. Franchement, il faut vraiment essayer de préserver les enfants. Par contre, je me rappelle quand les enfants allaient là-bas, surtout la dernière, quand elle allait là-bas,
chez son papa, elle pouvait m'appeler en pleurs. Maman, je veux que tu vives avec papa. On veut que vous soyez ensemble encore. On veut que vous soyez ensemble. Et vraiment, c'est vraiment dans la prière. C'est difficile. Il faut pouvoir expliquer. C'est difficile de prendre sur soi, de dire à la petite, t'en fais pas. On va parler quand tu vas rentrer à la maison. Calme-toi. Et vraiment dans la prière, parce que quand elle va là-bas, tu ne peux pas savoir tout ce qu'elle entend comme élément, voilà, destructif. Et puis il y a aussi la belle famille. Ben oui, c'est un point aussi qu'on oublie dans le processus de divorce. Qu'est-ce que mémé va lui dire? Qu'est-ce que pépé va lui dire? Qu'est-ce que la tata va lui dire? Tu ne peux pas savoir. Et moi, j'ai pris pour habitude de ne même pas poser de questions. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai pris pour habitude de ne même pas poser la question. Donc, c'est vraiment dans la prière que j'ai vraiment intercédé pour que si éventuellement elle recevait une mauvaise semence, que cette semence ne prenne pas en elle et qu'elle soit toujours, parce que j'ai envie de la voir grandir, de devenir une belle jeune femme, voilà, d'être épanouie, qu'elle ait vécu dans une famille de divorcés ou pas. J'ai vraiment une de mes prières, c'est faire en sorte que mes enfants n'aient pas de séquelles vraiment de ça, parce que c'est mon histoire. Et bon, même si c'est un peu leur histoire, elles sont, voilà, je veux vraiment qu'elles ne subissent rien de ça, vraiment dans la mesure. Je vais reprendre les termes, et je l'ai cité à l'entame de cette émission, dans ta 4e de couverture. Divorcer est un drame. Et tu as également précisé que tu ne veux pas faire l'apologie du divorce, en griffe. Mais à quel moment, selon toi, en tant que femme et qui a vécu cette situation, faut-il se poser les bonnes questions et se dire, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, ou je suis une femme battue, ou je suis un conjoint maltraité, où il n'y a pas d'alchimie, et il faut à un moment donné que nous soyons réalistes, parce que c'est nous deux dans le couple, que nous soyons réalistes, mais surtout en tant que femme, parce que pour les femmes, c'est un peu plus compliqué de partir quand ça devient dur, ou quand on reçoit le premier coup. Quel conseil tu pourrais donner à ces femmes ou à ces hommes qui sont dans cette réflexion, en se posant des questions? Qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Qu'est-ce qui doit me motiver à dire ça ne peut plus continuer? Et ensuite, on passe à la pub. Alors, à partir du moment où tu sens que tu n'es plus à ta place, à partir du moment où tu sens que ta vie est en danger, c'est très important. C'est un moment précis où tu sens que si je ne prends pas une action, si je ne fais rien, je vais mourir. On le sent, parce que moi je l'ai senti. Je l'ai vraiment senti que si je ne fais rien, mes parents vont m'enterrer, mes parents sont encore vivants, mes parents vont m'enterrer, mais qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Et donc il y a ce moment précis où tu sens que je dois y aller. Maintenant il y a des pesanteurs qui t'attirent, qui te traînent. Des pesanteurs sociales. Exactement. Qu'est-ce que les gens vont dire? Elle sera divorcée. Ouais, c'est quoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, quand tu es divorcé, c'est comme à l'époque de Jésus. Tu as raté ta vie. C'est comme si tu avais la lèpre. Exactement. Voilà, tu es exclu de la société. On se dit, elle a raté sa vie. C'est une mauvaise femme. Elle est divorcée. Mais, c'est peut-être égoïste, mais tu dois pouvoir te choisir. Parce que, une autre raison, c'est de dire, mais je suis là pour les enfants. D'accord. Nous aimons tous nos enfants. Mais est-ce que l'enfant serait content, épanoui de te voir toi pleurer, de te voir toi dépérir, de te voir toi devenir aigri, parce qu'à la longue c'est ce qu'on devient. Bien sûr. Parce que tu es morte de l'intérieur, donc tu deviens une femme complètement aigrie. Donc à un moment donné, tu décides de te choisir. Mais tu assumes. Oui. Donc à un moment donné du processus, tu vas comprendre que, tu vas voir que, mais je suis en train de mourir là. Si je ne fais pas quelque chose, je vais mourir. Si je n'agis pas. C'est en ce moment précis que tu dois prendre les décisions, en tout cas la décision. Et l'autre chose, et c'est souvent quelque chose que nous les femmes n'avons pas fait, c'est verbaliser en fait. Dire comment nous nous sentons. Il faut pouvoir trouver une oreille. Et moi, dans mon cas, ça a été ma petite sœur et mon père. Okay. Habituellement, dans la famille, je suis celle qui cause le moins de problèmes. Oui. Dans la famille. C'est sage comme une image. C'est sage comme une image. Donc, quand j'ai commencé à parler à mon père, il a compris que il y avait... Et puis tu es sa petite fille chérie. Je suis sa petite fille chérie. Il a compris qu'il y avait matière à prêter attention. Donc il était vraiment là. C'est vraiment les deux secours que j'ai eus. Je sais pas si j'étais dans une famille par exemple où je pars, on me prend avec mes bagages, on te ramène chez ton mari, on vient me redéposer là. Je sais pas ce que ça allait donner. Mais voilà, j'ai eu vraiment par la grâce de Dieu ces secours là. Donc il faut parler, il faut avoir une oreille, trouver quelqu'un à qui parler, parce que généralement
les femmes vivent des choses, mais elles n'arrivent pas à en parler. C'est ça. Il y a des femmes qui sont battues, mais après vous les voyez, elles ont ce semblant de masque, De sourire. alors qu'au fond d'elles, elles sont en train de mourir. Donc c'est vraiment ça. En tout cas, c'est fascinant, c'est très intéressant et je pense que il faut qu'on continue la conversation, Yes. il faut qu'on en parle encore plus et grâce à ton livre, je pense que tu vas changer la vie et bousculer aussi les mentalités de beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui ont certaines appréhensions concernant le divorce en tant que tel, ce qu'il représente et toutes les étapes pour se reconstruire. Je rappelle le titre de ton livre, Comment j'ai surmonté un divorce et repris ma vie en main. Le message, il est clair. Tu parles dans cet ouvrage autobiographique de ce que tu as vécu, des douleurs par lesquelles tu es passé, des obstacles par lesquels tu es passé, mais surtout, tu parles de ta reconstruction. Comment tu as réussi à dépasser ces obstacles, ces difficultés et à pouvoir devenir la Flore Djinou qui est devant moi en ce moment, qui coach d'autres personnes, qui les aide à comprendre et à connaître réellement leurs valeurs. Et on va continuer la conversation sur ton livre encore. Et bien sûr, parler de toi. Qui es-tu? Parler de ton métier également. C'est dans la suite de cette émission. Vous êtes bien sur Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et vous ne déconnectez surtout pas, on est bien sur la 107.7, on est samedi. Et je suis heureuse d'être toujours avec vous. À tout de suite. Woman Up sur Life Radio. Woman Up, elle active. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de Woman Up et franchement, j'aime avoir ce genre de conversation avec des femmes qui ont des choses à raconter, qui ont un parcours inspirant, qui malgré les épreuves ont réussi tel des phénix à renaître. Et c'est le cas de Flore Djinou. Flore, j'espère que tu passes un bon moment. Ah ça, je m'éclate ici. Et j'apprends aussi, en fait, avec tout ce que tu donnes comme conseil, parce que tu en as parlé dans ton livre, on a expliqué un peu les différents signaux qu'il faut pouvoir identifier lorsqu'on sent que ça ne va plus, lorsqu'on sent que la meilleure décision à prendre, c'est de se séparer, mais se séparer en de bons termes. Je voulais te demander, de qui est venue la demande de divorce? De toi ou de lui? De moi. De toi. Oui. Comment, à ce moment précis, comment il a pris? Très mal. Oui. Ah oui, très mal. Il ne sentait pas lui-même déjà, il n'y avait pas des signes avant-coureurs? Oui, mais bon, il se disait que voilà, on allait régler la situation. Mais il n'avait pas idée ou conscience à quel point ça avait un impact sur moi, parce que j'avais complètement dépéri. Oui. J'allais à l'hôpital, mais on ne trouvait rien. Mes examens cliniques étaient normaux. Il n'y avait rien. On me disait, bon, vous n'avez rien, vous êtes en parfaite santé. Donc, lui n'arrivait pas vraiment à comprendre l'impact de la situation sur moi. À un moment donné, je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête. Sinon, mes parents vont m'enterrer. Et donc, j'ai lancé la procédure. Et dès que la procédure a été lancée, il y a le courrier qui est arrivé. Donc, il a reçu le courrier. Donc, c'était vraiment comme un choc pour lui. Il a très mal pris. Et à ce moment-là, vous devez cohabiter dans la même maison avant que tu trouves exactement un autre point de chute. Exactement. On devait cohabiter. Mais la cohabitation n'était plus vraiment possible parce que, vous savez, quand la personne, homme ou femme, quand la personne est meurtrie dans son âme, elle peut vous porter main. Bien sûr. Elle peut, voilà, essayer de se défendre. Et donc, moi, je n'étais plus du tout en sécurité. Je ne suis pas plus du tout en sécurité. Donc, c'est en ce moment que j'ai demandé à ce que mon père vienne me chercher. Et c'est là qu'il a été vraiment d'un vrai secours parce qu'il est venu. Et donc, voilà, je suis partie de là. Je me suis sentie vraiment protégée. Oui. Et je me suis pas levée tout de go pour partir. C'est comme s'il y avait un manteau, comme s'il y avait une main de protection sur moi. Et donc, c'est comme ça que je suis partie. Et tu as fait aussi référence à la situation économique, la fragilité économique de certaines femmes qui, dans cette situation de séparation, et c'est peut-être l'argument aussi, l'un des arguments qui fait également qu'elles ont des difficultés à partir. Elles ne sont pas peut-être stables financièrement ou n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir peut-être déménager, trouver un autre appartement, partir avec les enfants. Ce qu'on divisait, les dépenses qu'on divisait, qu'on gérait à deux, il faut les faire soi-même. Comment tu as vécu cette situation? Tu en as parlé, mais je veux dire, pour les femmes qui nous écoutent, comment arriver à surmonter ça et pouvoir avancer et voilà. Vraiment, comment je vais dire ça? Il faut le savoir, que vous soyez marié
peu importe à qui vous êtes marié, il est important d'être indépendant financièrement. Vraiment. Dans la relation déjà. Dans la relation déjà, il est très important d'être indépendant financièrement. Pas parce que, voilà, vous projetez de divorcer ou de vous séparer, non. Mais juste pour votre propre bien. Ok? En étant une femme, il est très important d'être indépendante financièrement. Alors, comme je le disais tantôt, moi j'étais salariée à l'époque, donc j'avais quand même une source de revenus. C'est ça. Mais j'avais une épargne aussi. J'avais une épargne, mais c'était très difficile parce que quand vous vous séparez comme ça, il y a quand même un temps entre le moment où vous êtes séparés et le moment où la décision du juge est sortie. Donc quand même, chez moi, ça fait 5 ans. Oui. Donc pendant 5 ans, mais je gérais tout toute seule. Et parlant de gérer tout toute seule. Oui. Les frais de justice. Voilà. On sait que les avocats coûtent cher. Ça coûte cher. Les huissiers, tout ça. Tout ça, ça même coûte cher. Même un papier, une écriture, ça vous coûte de l'argent. Même dans le cas où c'est lui qui demande un acte d'huissier, par exemple, il faut ça doit être partagé. Donc, je me suis vue en train de payer des frais que je n'avais pas demandé. Wow. Parce que là, on me dit, oui, c'est vrai, c'est lui qui a demandé, mais ça doit être partagé. Mais moi, je dis, mais j'ai rien demandé. Ça, c'est des frais supplémentaires. J'ai rien demandé. On me dit, voilà, c'est la loi. Ça doit être partagé. Et donc, il faut assurer les frais de scolarité parce que dans mon cas, ça s'est mal passé. Donc, il était complètement braqué parce qu'il n'était pas d'accord que je parte. Donc, il ne voulait pas que je parte. Donc, tout ce qu'il pouvait faire pour me ramener, en fait, il le faisait. Pour te décourager. Pour me décourager, pour me dire, bon, écoute, voilà, tu peux pas t'en sortir de toute façon. Alors, reviens à la case départ. Mais moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, c'était clair que c'était non. J'étais catégorique. C'était clair que c'était non. Donc, c'est vraiment important parce que j'imagine qu'est-ce que j'allais faire si j'étais pas indépendante financièrement. C'est ça. Je serais peut-être que tu serais restée. Je serais obligée de rester et de supporter dans un mariage qui ne me convenait pas. Et quel exemple je donne à mes enfants? Quel maman je suis? Quel maman j'aurais été? Exactement. Vraiment, c'est très difficile. Et moi, je vais vraiment encourager une femme, peu importe ton statut. Même si tu vends de l'eau au marché, si qui t'apporte 5 francs, 10 francs, 15 francs. Il faut le mettre de côté. Il faut le mettre de côté. C'est très important. Il faut chercher l'indépendance financière. Très, très important. Tu as vécu cette situation et tu as une expérience que tu capitalises. Tu coaches des personnes, tu accompagnes des femmes ou des hommes qui sont dans ce processus. Est-ce que tu le fais de divorce ou bien c'est à la demande? C'est à la demande. Oui. C'est vrai que je n'ai pas établi un process bien défini. C'est vraiment à la demande. Il faut dire que je suis pas coach de vie ou je suis pas spécialiste des affaires familiales et autres. Mais mon expérience, oui, je le partage volontiers. C'est vrai que quand le livre est paru, par exemple à mon église, il y a beaucoup de femmes qui m'ont approché. Ah, mais Flore, on ne savait pas que tu avais vécu ça. Est-ce qu'ils l'ont bien pris à l'église? En général, c'est tabou de parler de divorce à l'église. En effet. C'est très difficile. C'est tabou, en effet. Mais il faut dire que tout ceci s'est passé, en fait, à un moment où je n'étais pas encore en Christ. Ça s'est passé après. OK. Donc, bon, c'est considéré comme si c'était une partie de ma vie, en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que si je rencontre un homme, je ferais les choses tellement différemment que je n'aurais pas du tout à parler de ça. Je ferais vraiment les choses différemment. Donc, ça a été plus ou moins bien accueilli. Il y a des personnes qui trouvent que je suis une brave femme. Il y a d'autres qui trouvent que on ne peut jamais se remettre de ça. Il y en a d'autres. Et ils sont dans leur droit, qui pensent que, ça veut dire que je n'ai pas été une femme sage. Exactement. Et c'est pour ça que exemplaire. Exemplaire. Et qui sont prêts à juger. Mais bon, ils sont dans leur droit, on ne peut pas les empêcher. C'est leur choix, c'est leur choix. On ne peut vraiment pas les empêcher de juger. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est que le livre est là. L'histoire est racontée, c'est mon histoire. Il n'y a pas une autre histoire comme la mienne. Et tu as laissé des traces. J'ai laissé des traces. Et si une femme peut s'en inspirer pour corriger le tir, si elle n'est pas encore mariée, ou s'en sortir, je serai la plus heureuse. C'est ça en fait l'objectif. Merci de parler aux femmes. Merci de laisser aussi des traces. C'est important de voir qu'on peut se reconnaître dans la vie, dans l'histoire d'une autre femme. Parlons maintenant de ton métier, de ce que tu fais au quotidien, ce qui te donne envie de te lever chaque jour. Avant d'arriver à ça rapidement, j'aime poser cette question rapidement à mon invité du jour. Comment tu te définirais en 3 mots, Flore Djinou? En 3 mots. Résiliente. Pourquoi? Parce que quand je regarde un peu ma vie, depuis mon enfance, c'est une succession, une cascade d'événements. Et à chaque fois, je rebondis. Et pour le faire, il faut vraiment du courage. De la force intérieure. De la force intérieure. Ensuite, deuxième mot, je dirais déterminé. Pourquoi? Parce que je reste convaincue que je n'ai encore rien fait.
Ok, je suis peut-être qu'à 5% de mon potentiel, en fait. Et donc, je suis vraiment déterminée. Quand j'ai un projet, quelles que soient les difficultés dans ce projet-là, je suis déterminée pour arriver au bout. Et troisième mot, je dirais la joie. Vraiment. La joie. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup sourire. En fait, tu as un sourire communicatif. J'aime beaucoup sourire. Donc... Tu es tout le temps souriant, tu as un beau sourire, ça je te le dis en même temps. Merci Edith. Tu as un beau sourire. Voilà, donc ce seraient les 3 mots. On peut dire que tu as une personnalité rayonnante en fait. Oui, tu as une personnalité rayonnante. Merci. Alors, ton métier, oui. Je vais reprendre, hein, assistante de direction, oui. Assistante virtuelle et web entrepreneur. Oui. Rapidement, est-ce que tu peux expliquer? Ce que je fais concrètement, c'est que j'ai conçu des programmes de formation et d'accompagnement. Alors, pour les assistantes de direction et pour les assistantes virtuelles. Alors, j'aide les assistantes de direction à pouvoir travailler de façon professionnelle en entreprise, de sorte à être incontournables. Et j'aide les assistantes virtuelles, en tout cas les professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne, à le faire de sorte à générer des revenus constants et consistants. Donc voilà ce que je fais. Et ce sont des programmes de formation et d'accompagnement, des formations hybrides qui allient enregistrement, pré-enregistrement et des séances de coaching live. Donc sur un certain nombre de semaines. Pour le premier programme, c'est 12 semaines, donc 3 mois. Pour le deuxième programme, c'est 16 semaines, donc 4 mois. Très, très intéressant. Je pense qu'on va rentrer en profondeur dans la deuxième partie de cette rubrique Elle Active, parce que tu es une femme active. On se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale. Woman Up sur Life Radio 107.7. Nous sommes de retour pour cette deuxième et dernière partie avec notre invité du jour. On n'a pas envie de la quitter. On apprend tellement. Et là, maintenant, on parle de son métier. On parle de son activité d'assistante de direction, d'assistante virtuelle et de web entrepreneur. Assistante virtuelle, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que tu fais du télétravail? C'est ça. Une assistante virtuelle, c'est un professionnel qui décide de proposer ses services en ligne, terre à terre. Donc, tu peux être secrétaire de direction et tu décides de proposer tes services en ligne. Et donc, depuis ton pays, voilà, que tu sois à Abidjan, que tu sois à Cotonou, peu importe où tu es, tu es en télétravail avec des entrepreneurs, avec des entreprises, peu importe où ils sont dans le monde. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur, Edith Broubleu, et j'ai besoin d'une assistante virtuelle. Qu'est-ce que l'assistante virtuelle va gérer exactement pour moi à distance depuis Cotonou? Elle va gérer depuis Cotonou tout ce que tu ne veux pas gérer. D'accord. À toi de voir dans ton business, dans ton entreprise, ce que tu veux déléguer. Alors, elle va gérer tes mails, elle peut gérer tes mails, elle peut gérer tes rendez-vous. Ok. Sur le plan marketing, même elle peut aller encore plus loin, hein, parce que elle peut quitter même le stade administratif et aller encore plus loin. Et par exemple, tu es e-commerçant et que tu as besoin, par exemple, qu'elle mette en place un tunnel de vente pour toi, elle peut le faire. Elle peut te mettre en place le tunnel de vente, elle peut te faire du copywriting et habiller ce tunnel de vente là pour que voilà, tu puisses tu puisses transformer tes prospects en clients. Okay? Donc gérer même l'aspect marketing. Elle peut gérer l'aspect marketing. En fait, une assistante, elle est assistante dans son domaine. Si par exemple, elle est des ressources humaines, elle peut devenir assistante virtuelle spécialisée RH. Okay. Et donc, elle est capable de conduire, par exemple, des audits de ressources humaines en ligne, par exemple. Il y a énormément de choses comme ça qu'elle peut faire. Ça dépend de ce dont tu as besoin. Généralement, quand les personnes me contactent, Flore, j'ai besoin d'une assistante virtuelle, la première question que je leur pose, c'est de quoi est-ce que tu as besoin concrètement? Qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? Et il est très important que l'entrepreneur maîtrise déjà son travail et sache, moi, j'ai envie de déléguer telle et telle et telle et telle partie. Et c'est ce que tu fais au quotidien. Ça dit que tu le fais toi, mais est-ce que tu as également une équipe d'assistantes virtuelles dans un pool? Alors, quand tu n'as pas le temps de gérer tel ou tel client, qui peut le faire également pour toi? Alors, je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, et ensuite, j'ai décidé de former maintenant des assistantes virtuelles à le faire. Donc, ce que je fais depuis 3 à 4 ans maintenant, c'est de former ces femmes-là qui veulent se lancer en ligne, proposer leurs services en ligne, proposer leurs compétences en ligne. Et elles viennent de différents horizons, en fait. J'ai des médecins, j'ai des comptables, j'ai des experts comptables. Donc, de différents métiers qui veulent se consacrer à cette activité à temps partiel. Elles veulent maintenant un peu comme déporter leur savoir-faire en ligne. Un peu comme l'extraire et le déporter en ligne. Donc, j'ai, une, par exemple, elle est expert comptable. Elle a déjà son entreprise. Et maintenant, elle se dit expert comptable 2.0. Elle a la possibilité de travailler avec des clients
all over the world. Partout dans le monde. Et c'est vraiment génial. Et ça coûte cher de s'adresser à une assistante virtuelle parce que moi, j'avoue que je pense que j'en ai besoin. Parce que confier mes mails, que quelqu'un puisse répondre à mes mails, ça va vraiment m'arranger. C'est-à-dire que le client te donne accès à son adresse email et tout ça, pour pouvoir répondre à sa place. Que ce soit les mails, que ce soit la facturation. Parce que c'est certaines choses qu'on n'a pas envie de faire. Bien forcément. sûr. Par exemple, moi, dans le métier de formatrice, tout ce qui est l'onboarding des clientes, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas trop faire. Oui. Voilà, les mails de bienvenue, l'accès aux cours, les différents liens pour se connecter. Donc, quand tu as une assistante, elle peut vraiment te décharger sur ces plans-là pendant que toi, tu te consacres vraiment sur le corps du métier. Dans mon cas, qui est celui de réfléchir et de concevoir les programmes de formation et d'accompagnement. Ça ne coûte pas si cher que ça. Il y en a qui fonctionnent. On dit ça souvent, ça ne coûte pas si cher que ça. Ça ne coûte pas si cher que ça. Il y en a qui vont vraiment à des taux horaires. Elles vont te dire, bon, mon taux horaire, c'est de temps, mon taux horaire, c'est de temps. Il y en a qui vont vraiment... marquer Flore dit, c'est de temps, il ne t'a pas... Il y en a qui vont au forfait. Faut te dire, bon voilà, si on travaille le mois par rapport à telle et telle chose que tu veux, voilà combien je vais te facturer. En tout cas, c'est vraiment une entente cordiale entre assistante et puis on trouve toujours le juste milieu. Il y a toujours le juste milieu. Il faut vraiment, voilà. Moi, je les forme vraiment pour qu'elles soient disposées, disponibles à travailler. Bien évidemment, pas à leur perte. Mais il faut vraiment que le client sache que le travail sera bien fait. Parce qu'on est toujours content ou contente vraiment de payer quand le travail est bien Exactement. fait. C'est vraiment ça. Rendre le service qu'il faut, bien faire le travail pour que le client soit. En tout cas, on peut dire que j'ai la tête un petit tant pis parce que c'est des nouveaux types de métiers qui ont été favorisés par la digitalisation, par la recherche de gains de temps, d'efficacité. Absolument. Et surtout la mondialisation parce que de n'importe où dans le monde, on peut pouvoir accéder au service d'une assistante virtuelle qui nous permet de gagner en temps et pour lesquels la distance ne représente plus. Absolument pas. Des facteurs d'obstacle. Je me rappelle moi-même mon tout premier contrat en tant qu'assistante virtuelle, c'était avec une entreprise au Canada. Waouh. Donc depuis Cotonou, travailler avec une entreprise au Canada, et je me rappelle quand j'ai eu le tout premier, la paye là, j'étais tellement contente et c'était dans le moment de galère. Ah, de galère en plus, j'imagine le sourire. Alors, t'as dû sauter un peu. Oulala. Mais et le décalage horaire? Mais ça nous favorise en fait. Parce qu'avec le Canada par exemple, c'est quoi, 6 ou 7 heures. Donc ça nous favorise vraiment pendant que tu travailles, le client dort. C'est ça. Et voilà, quand tu as fini de travailler, tu envoies le travail. Et puis voilà, quand toi tu dors, le client est debout, corrige. Donc ça nous arrange et puis vraiment. Tu es payé en dollars aussi. Ça compte surtout actuellement. En tout cas, c'est très très intéressant. Merci d'avoir partagé aussi cette histoire, ce parcours et surtout de nous permettre de mieux connaître ton métier d'assistante de direction, mais surtout d'assistante virtuelle. On n'en parle pas beaucoup. On découvre, et je pense que pour les femmes africaines qui, comme tu l'as dit, exercent différents métiers, qui ont envie de pouvoir partager leur savoir-faire et le vendre partout dans le monde, c'est une belle opportunité. C'est une très belle opportunité de pouvoir, peu importe son domaine, pouvoir exporter ses connaissances, pouvoir exporter ses compétences et pouvoir générer de l'argent. Tu peux générer de l'argent depuis ta maison. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui travaillent depuis... moi, je travaille à la maison. J'ai pris un coin de la salle à manger que j'ai transformé en bureau. Donc voilà, c'est juste. Et donc pour les jeunes femmes, les femmes qui veulent se faire former, qui sont en Côte d'Ivoire, elles peuvent peut-être te faire appel sur les réseaux sociaux. Oui, et j'en ai formé beaucoup. J'ai formé beaucoup d'Ivoiriennes. Vraiment, je sais, si elles me suivent là, je leur fais un gros coucou. On vous salue. J'ai eu beaucoup d'Ivoiriennes. À chaque cohorte, j'ai toujours des Ivoiriennes. J'ai toujours des femmes de la Côte d'Ivoire qui viennent. Et donc, rappelle la durée de la formation? Pour le programme, pour les assistants de direction, c'est 3 mois. 3 mois. Donc 12 semaines. Et pour celles qui veulent proposer leur service en ligne, c'est 16 semaines de formation et d'accompagnement. Ok. Donc oui, elles peuvent me contacter sur les réseaux sociaux, c'est Flore Ginou. La page Facebook, c'est Incontournable Assistante. C'est la page Facebook. Elles peuvent facilement me trouver. C'est très intéressant. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui vont certainement vouloir participer au programme et pouvoir aussi générer une source de revenus supplémentaires. C'est très important. Ça m'a sauvé la vie, le fait d'avoir une source de revenus. Ça m'a vraiment sauvé la vie, le temps que je rebondisse et que je crée. Donc, petite digression avant la conclusion de cette émission. Oui. Tu as été Miss Bénin. Comment tu as... J'ai fouillé dans le livre. Miss Bénin 2001. On a une Miss. Ben oui. Waouh. Je veux dire, après toutes ces années,
je ne t'ai pas vu avant, mais je sais que rien n'a changé parce que tu es magnifique. Merci. Et voilà, est-ce que tu as des contacts encore? Tu as des contacts ici avec le comité Miss Côte d'Ivoire ou bien tu as des contacts avec d'autres Miss en Afrique et tout? Comment ça se passe la vie après le statut de Miss de son pays? Je le raconte dans le livre. Pour moi, ça ne s'est pas vraiment très bien passé. Ok, parce que voilà, le comité d'organisation à l'époque n'a pas vraiment bien fait les choses. Oui. Et du coup, le jour où j'ai remis ma couronne, Tu étais soulagée? J'étais soulagée. J'étais soulagée. C'était trop compliqué à gérer. Donc, j'étais soulagée. J'ai remis ma couronne, j'ai passé le flambeau et puis je me suis concentrée sur mes études et sur ma vie parce que il faut pas se mentir, c'est vraiment éphémère en fait. Ouais. Il y a que dans le cas d'Olivia Yassé qu'on a vu, vous voyez, parce que Bien voilà, sûr, il y avait oui. les moyens. Exactement. Et généralement, les comités n'ont vraiment pas les moyens. Mais à pas les mettre. moyens. Il faut vraiment les moyens quand on veut, voilà. Donc bon, malheureusement, ça s'est pas bien passé. Et c'est vraiment une période que j'ai classée, hein, c'est une période de mon histoire que j'ai vraiment classée. Ça a été juste J'en une ai parenthèse. parlé, voilà, j'en ai parlé dans le livre parce qu'il fallait que je montre certains aspects, que je sois vraiment authentique, donc il fallait que je l'aborde dans le livre. J'ai vraiment pas gardé de contact. Je sais pas si c'est monsieur, en tout cas avec le commissaire, il y avait un certain monsieur. Yapobi? Oui, c'est ça. Je sais Oui. pas s'il est toujours Oui, là. il est toujours là. Ah, ben voilà. Il est Donc, voilà. indéboulonnable. Il est indéboulonnable. Donc, voilà. En tout cas, ça nous a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui, de parler un peu de ton livre. Je vous invite, chères auditrices et auditeurs, à vous le procurer. Il est disponible. Alors, il est disponible sur Amazon. D'accord. Il est disponible sur eShop. Ok. Il est disponible bien sûr à Abidjan. Il est disponible au Togo. Il est disponible au Bénin, au Tchad, au Cameroun. Et donc, je vais peut-être laisser un numéro. Bien sûr, absolument. Le 229 96 90 70 01. Dès que vous écrivez par WhatsApp à ce numéro, je peux vous envoyer directement à la distributrice si vous êtes à Abidjan. Peu importe où vous êtes, je peux directement vous envoyer. Si vous voulez l'acheter, si vous êtes de l'autre côté en Europe et que vous voulez l'acheter sur Amazon ou sur eShop, je vous enverrai simplement le lien. Et la page Facebook dédiée à ce livre, c'est Flore Djino officiel. Ok. Et la page Facebook pour les programmes de formation et d'accompagnement, c'est Incontournable Assistante. Incontournable Assistante et incontournable Flore Djino. Merci pour ce moment. Comment j'ai surmonté un divorce et repris ma vie en main. On te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup de bonnes vibrations. Amen. Continue de briller, de shiner. Amen. Et merci d'impacter positivement la vie d'autres femmes. Merci beaucoup. Des personnes qui également comptent sur toi et ton accompagnement. Merci beaucoup, Edith. Nous étions sur Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Vous êtes bien sur la 107.7. On ne change surtout pas de fréquence. C'est samedi. On profite de notre week-end. On se fait plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre invitée. D'ici là, prenez soin de vous.